Je débauche et je me dis quand même, la cour des miracles, comment ça se fait que les urgences soient débordées à ce point-là? Tu sais pourquoi, maman, toi? Parce que les gens viennent aux urgences pour rien. Non, mais le ministre de la Santé, il dit que c'est pas vrai, ça. Enfin, il disait que c'était pas vrai avant d'être ministre de la Santé. Les gens abusent du système. Mais qui c'est qui t'a dit ça? BFM? Non mais maman, faut que tu arrêtes avec BFM, tu vas finir par le faire, cet AVC, quoi. Moi, j'ai choisi de travailler à l'hôpital public. Pourquoi l'hôpital public? Eh bien parce qu'il est censé soigner tout le monde de la même manière. Le SDF, la famille de sans-papiers, le notable, le riche, le pauvre. Il est censé mettre à la disposition de tous ces gens-là, quels qu'ils soient, toute la technicité dont ils disposent. Si l'une de ces personnes-là fait un accident vasculaire cérébral, on va monter un petit tuyau dans une de ses artères, on va aller dans son cerveau diluer le caillot qui est en train de lui faire un accident vasculaire cérébral. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce service des urgences qui a 16 places, on n'avait jamais plus de 16 patients à la fois. On pouvait s'occuper d'eux tout à fait bien, le polytraumatisé ou la tentative de suicide. On faisait des projets, on se remettait en question, on essayait d'améliorer nos pratiques, plus de rapidité pour le polytraumatisé, plus d'empathie pour la tentative de suicide ou l'alcoolique chronique. Et puis les patients restaient dans les urgences 3-4 heures, le temps qu'on fasse le diagnostic, et puis ils montaient dans les étages où ils rentraient chez eux. 20 ans plus tard, quand on a 26 patients dans le service, c'est-à-dire 10 patients dans le couloir, on dit c'est calme aujourd'hui. On monte à des pics de 50, 60, 70 patients présents pour 16 places. On est débordé par cette charge, hébété, blasé. Et les patients restent dans les urgences parfois 3, 4, 5 jours. En tout cas, plus de projet, plus d'empathie. Et là, pendant que ce monsieur est en train de m'engueuler, qu'est-ce que j'ai devant les yeux? La cour des miracles, effectivement. Devant nous, un monsieur âgé, attaché aux 2 poignets sur son brancard, répète sans cesse « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » et tire sur ses contentions jusqu'à saigner. À côté de lui, une jeune femme. Un médecin est en train de l'examiner. Il lui demande la date de ses dernières règles, si elle va à la selle régulièrement, si ces selles sont plutôt molles ou dures, si ça la brûle quand elle urine, ou si ses urines sentent mauvais. La jeune femme essaye de répondre aussi doucement que possible, mais tous ses voisins entendent les réponses. À côté d'elle, Monsieur Durand essaye d'uriner discrètement dans l'urinal que l'aide-soignante vient de lui donner parce que les toilettes sont inaccessibles. À côté de lui, une dame âgée, assise sur son brancard, seins nus. Chaque soignant qui passe à côté d'elle lui remet sa chemise d'hôpital, mais elle l'enlève systématiquement. Et puis, à perte de vue, des patients en chemise d'hôpital, dénudés dessous, sur des brancards côte à côte. Vous imaginez? Non, vous imaginez pas. Parce que tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, comment on en est arrivé là, nous, le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS? Vous savez qu'on a été le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS en 2000. En 2020, on est à la 16e place, juste devant l'Italie. Comment ça se fait qu'on est passé de la première à la 16e place,
dans un pays qui devient de plus en plus riche. Il n'y a pas un problème. Est-ce que par hasard, l'État français ne serait pas en train d'essayer de torpiller l'hôpital public comme il torpille les autres services publics? Parce qu'enfin, il a le mode d'emploi. Les libéraux l'ont rédigé. Si on veut torpiller un service public, on coupe son financement, les choses ne vont plus marcher, et les usagers eux-mêmes vont s'énerver et vont demander à ce qu'on change de système. Est-ce que c'est pas ça qui serait en train de se passer? Est-ce que tu sais qui paye ta retraite, maman? Non? C'est la sécurité sociale. Est-ce que tu sais que c'est grâce à un ministre communiste qu'on a une sécurité sociale? Ça t'étonnerait. Et bien pourtant, c'est le cas. Ambroise Croizat, en 1946, a eu une idée. Il a dit, on va mettre tous les mois dans un pot commun de l'argent pour faire face à l'infortune. C'est-à-dire pour aider les gens qui ne peuvent plus travailler à subsister dignement pendant qu'ils ne peuvent pas travailler. On cotiserait selon nos moyens et on recevrait selon nos besoins. Un truc basé sur la solidarité. Solidarité, un gros mot pour les États libéraux. Parce que eux, leur mot fétiche, c'est plutôt compétition, chacun pour soi. Alors, qu'est-ce qu'elle paye, cette sécurité sociale? Eh bien, elle paye tout ce qui concerne l'assurance maladie. Si vous êtes hospitalisé, c'est dans ce pot commun qu'on va prendre l'argent pour payer l'hôpital et les frais que va représenter votre hospitalisation. Si vous allez voir votre médecin traitant, c'est dans ce pot commun qu'on va vous rembourser de la consultation chez votre médecin traitant. Et puis, pendant que vous serez en arrêt maladie, c'est dans ce pot commun qu'on prendra votre salaire pour vous le donner pendant que vous ne pouvez pas travailler et que vous êtes en arrêt maladie. La sécurité sociale va rembourser tout ce qui concerne les accidents du travail. Si vous fondez une famille et que vous avez besoin d'aide, c'est dans ce pot commun qu'on prendra les allocations familiales. Et puis quand vous serez trop vieux pour travailler, eh bien c'est dans ce pot commun qu'on prendra votre salaire de retraité. Alors vous allez me dire, mais alors ça représente combien d'argent tout ça? Chaque mois, avant qu'on nous donne notre salaire, donc on met la moitié, chacun d'entre nous, la moitié de notre salaire dans ce pot commun tous les mois. 470 milliards d'euros par an à notre époque, dont 200 milliards d'euros pour la branche maladie. Alors, qui gère cet argent? Qui décide de ce qu'on en fait? C'est là que ça se complique. En 1946, quand ils ont mis la sécurité sociale en place, les gestionnaires de la sécurité sociale, c'était pour 75% des salariés par l'intermédiaire des syndicats et 25% le patronat. L'État capitaliste n'a jamais pu supporter ça et va mettre tout en œuvre pour récupérer la main sur cet argent. Comment, maman? En même temps, c'est normal qu'on ne laisse pas autant d'argent à gérer par des gens qui n'ont même pas fait l'ENA. Et pourtant, au début, ils se débrouillaient bien avant que l'État leur mette des bâtons dans les roues. Premier coup de boutoir, 1967. L'État va dire, 75-25, c'est pas bien équitable ça. On va faire 50-50. Tout le monde a dit, ouais, c'est bien équitable, 50-50. Sauf que, comme il y a toujours un syndicat qui est du côté du patronat, en ce moment c'est la CFDT, je ne vous l'apprends pas, les salariés ont perdu la majorité sur la gestion de ce pot commun. Deuxième coup de boutoir, 1983. Bérégovoy, qui est Premier ministre de François Mitterrand, qui se disait de gauche, va dire on n'augmentera plus les cotisations. Si la sécurité sociale a besoin d'argent,
on ne prendra pas sur les cotisations, on trouvera une autre solution. Troisième coup de boutoir, 1996, Juppé, Alain de son prénom, met en place la loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui va tous les ans voter des décisions prises sur l'argent de ce pot commun. C'est fini. C'est le gouvernement qui a mis la main sur les décisions de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Où est-ce qu'on le met plutôt? Sur l'assurance maladie? Sur les retraites? Sur les allocations familiales? À qui on va le donner? Au public ou au privé? Parce qu'il y a un truc que l'hôpital public n'a pas. C'est des actionnaires. Vous savez, les actionnaires sur qui le capitalisme repose. En 2008, quand il va y avoir la crise financière, l'État va dire à la sécurité sociale, ben, vous avez besoin d'argent pour faire face à cette crise financière. Comme on a décidé qu'on n'augmenterait pas les cotisations, vous allez vous débrouiller tout seul. Vous allez emprunter sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'a fait la Sécu. Elle a emprunté sur les marchés financiers et puis depuis, elle rembourse cet emprunt. Capital et intérêt. Et donc, il y a une partie de notre pot commun qui sert à rembourser les intérêts de l'emprunt que la sécurité sociale a fait. À l'heure actuelle, on est à 70 milliards d'euros qui sont partis directement dans les poches des actionnaires des banques qui ont prêté à la sécurité sociale. Alors pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, ces 70 milliards d'euros, ils ne servent pas à payer des infirmiers, payer des médecins, rénover les hôpitaux, payer les retraites, payer les allocations familiales, bref, ils ne servent pas à nous soigner. Donc, l'État a créé ce que les médias appellent le trou de la sécurité sociale. Le trou de la sécurité sociale, un mensonge d'État. Hein. Il y a certains économistes qui disent que c'est un mensonge d'État. Comment, maman? Je dois arrêter de dire du mal du gouvernement? Parce qu'il a dit qu'il aidait les hôpitaux endettés. Eh ouais, les hôpitaux publics sont endettés avec exactement le même système. En 2006, puis 2012, on a fait ce qu'on a appelé des plans hôpitaux. On a dit, les hôpitaux, il faut qu'ils soient rénovés, parce que là, c'est pas possible, ils n'arrivent plus très bien à remplir leur mission. Le gouvernement a dit aux directeurs des hôpitaux, empruntez directement sur les marchés financiers. Les hôpitaux ont fait ça. Et puis l'État, il a été rassurant avec le directeur de l'hôpital. Il lui a dit, vas-y Marcel, hein, tu peux te lâcher, parce que d'abord là, en ce moment, les cours sont super bas, et puis en plus, on t'a inventé une manière de rémunérer les hôpitaux qu'on a appelée la T2A, mais ça va te rapporter un pognon de dingue. Le directeur, il s'est lâché. Entre 2009 et 2012, l'endettement des hôpitaux est passé de 9 à 30 milliards d'euros.